Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du bidouilleur, je suis encore là et on a aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous. On s'attaque à la réparation d'une glacière électrique, une glacière 12 volts ou 220 volts. Je tiens juste à préciser que je ne suis pas un professionnel de la réparation de l'électroménager ou autre, je fais ça en tant que passionné, donc ma technique n'est peut-être pas parfaite. Le but ici n'est pas de vous faire un tutoriel carré et 100% ce qui est conseillé, c'est simplement de vous montrer comment moi je procède pour faire ce genre de réparation et éventuellement vous donner des idées afin de pouvoir réparer vous-même vos objets. Petit détail aussi que je vais rajouter ici concernant la sécurité, dans la vidéo on va en parler, mais on s'attaque à un objet qui se branche du 220 volts éventuellement. Donc le 220 volts c'est très dangereux. Dans cette vidéo nous allons manipuler la carte d'alimentation qui fonctionne en 220 volts. Je déconseille à tous ceux qui veulent tenter de réparer ce genre d'objets qui sont connectés au 220 volts sans l'aide de quelqu'un de confirmé à côté. On peut maintenant se lancer dans la vidéo de réparation. Je vais dans un premier temps vous présenter l'objet qu'on va réparer, vous expliquer quelle est l'origine de la panne. Donc on voit tout ça dans la vidéo et on se retrouve à la fin pour faire le bilan de cette réparation. Alors voici l'objet que nous allons tenter de réparer. Une glacière électrique qui fonctionne. Alors vous avez ici une entrée 12 volts, 12 volts 24 volts DC. Et on a de ce côté-là une entrée 220 volts, 240 volts. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette glacière? C'est que maintenant, quand on le branche, il n'y a plus rien qui s'affiche. Apparemment, son propriétaire a fait une erreur de branchement ici. Il a inversé le plus et le moins, ce qui fait que la carte d'alimentation a dû être alimentée à l'envers. Donc on va démonter tout ça, voir ce qui se passe là-dedans. Donc j'ai déjà pré-démonté l'appareil. On peut distinguer déjà que notre fil d'alimentation 12 volts qui est ici remonte ici et va sur la sortie de cette carte d'alimentation qui doit être vraisemblablement le convertisseur 220 volts en 12 volts DC et notre 220 volts, notre prise 220 volts qui arrive ici va sur l'entrée du module d'alimentation. Donc ça confirme bien ce qu'on a. On a du 220 volts qui rentre en bas et il doit nous sortir ici du 12 ou du 24 volts en sortie, ce qui nous permet, quand il n'est pas alimenté en 220 volts, de prendre directement la source d'alimentation DC ici en 12 volts ou en 24 volts et l'amener en sortie de carte ici. Donc on se retrouve avec du 12 ou du 24 volts ici sur cette carte d'alimentation. Donc vu que l'alimentation inverse a été faite sur la partie DC ici, vraisemblablement le problème devrait se situer sur cette carte qui est là. A priori c'est la carte de contrôle principale. Donc déjà de but en blanc comme ça on peut voir ce condensateur là ici, il est un petit peu gonflé. Ce condensateur là aussi, celui-là il a l'air correct. Donc on va démonter la carte, on va l'examiner sur le plan de travail, voir un peu les dégâts qu'il y a sur cette carte. Alors l'objet est tellement imposant qu'on va essayer de le filmer un peu de travers. Je pourrais pas vous faire une vue de haut spécialement, mais bon, on peut voir, distinguer les deux parties du circuit ici. Donc ici on a la partie alimentation, donc alimentation 220, convertisseur AC/DC, 220 volts vers du 12 ou du 24 volts. On a l'arrivée de notre entrée 12 volts 24 volts qui arrive ici sur ce câble jaune et bleu également, donc en sortie du convertisseur, et qui va alimenter notre carte qui est juste ici. Donc cette carte là, comme je vous ai dit, je soupçonne ce condensateur là déjà d'être défectueux parce qu'il est très gonflé. Apparemment il a perdu de l'électrolyte en dessous. Et celui-là également qui est aussi gonflé. Donc on va déjà les tester. Ce que je veux vérifier dans un premier temps, c'est de vérifier qu'on a bien du 12 volts qui arrive ici. Donc pour vérifier le fonctionnement du convertisseur 220 volts, 12 volts ou 24 volts. Donc AC/DC ici, on va essayer de vérifier ce contrôleur là. Donc ce que j'imagine c'est qu'il y a certainement un court-circuit ou une faible impédance à ce niveau là. Donc je vais dessouder les câbles jaunes et bleus ici et on va tester le fonctionnement du convertisseur en solo pour voir ce que ça donne. Donc nous voilà sur l'établi, vous pouvez voir ici la carte d'alimentation convertisseur 220 volts AC en 12 ou 24 volts DC, c'est ce que nous allons bien voir. J'ai le multimètre qui est ici qui est paramétré en voltmètre DC.
Donc voilà, les deux sondes du multimètre sont reliées ici sur le fil bleu et le fil noir. Donc en théorie, si ma compréhension du système est correcte, on va injecter du 220 volts en entrée, on devrait avoir en sortie du 12 volts ou du 24 volts. Donc on teste ça tout de suite. Je pense que cette partie n'a pas été impactée, mais par précaution, je vais quand même mettre des lunettes de sécurité. On ne sait jamais si un composant venait à exploser lors de la mise sous tension. Ça permet toujours de se protéger les yeux, c'est toujours très compliqué de pouvoir enlever un morceau de composant dans l'œil, et l'œil est très fragile, donc je vous conseille d'utiliser des lunettes de sécurité comme moi. Autre petit rappel, il faut faire très attention, ici nous intervenons sur du 220 volts, on a du 220 volts en entrée, donc faire très attention à ce qu'on touche, à ce qui pourrait toucher le 220 volts, et surtout ne pas mettre les doigts n'importe où, c'est très dangereux. Donc si vous ne savez pas ce que vous faites, ne faites surtout pas ça chez vous si vous n'êtes pas habitué. Donc la partie 220 volts va être alimentée moi avec un variac qui va me permettre de monter en puissance progressivement de 0 volts jusqu'à 220 volts. Si tout se passe bien, on va continuer jusqu'à 220 volts. S'il y a quelque chose qui chauffe ou une odeur de cramé ou quelque chose, on va couper avant afin d'éviter tout dégât. Donc voilà. Alors, tout est raccordé, il ne reste plus qu'à mettre sous tension. J'ai mis mes lunettes de sécurité pour éviter toute explosion de composants dans les yeux. Il reste plus qu'à essayer de mettre sous tension, donc je vais sortir de cette caméra là et je vais aller juste à côté pour pouvoir justement allumer le variac et monter progressivement la tension et surveiller ce qui se passe sur l'ampèremètre de l'autre côté. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, le voltmètre nous indique 13 volts avec un signe moins, ce qui veut dire que le fil bleu se trouve être le fil moins et le fil jaune, ça sera la bande positive. Donc notre circuit est actuellement alimenté en 224 volts exactement avec le variac. On a bien du 13 volts en sortie, donc a priori cette partie-là fonctionne du moins quand elle est à vide. On va essayer plus tard en charge, mais ça confirme l'hypothèse de départ, comme quoi cette partie du circuit n'a pas pris de choc, ce qui est logique de toute façon, car l'alimentation qui a été faite en sens inverse, c'était sur la partie 12 volts, donc en sortie de ce circuit-là. Donc cette partie-là est OK, on va s'attarder à la carte mère en elle-même, déjà vérifier si les condensateurs en question ne sont pas en court-circuit, etc. Je débranche tout ça, et on voit tout de suite la carte mère de plus près. Alors, dernier petit détail de sécurité, comme on vient de brancher cette carte sur du 220 volts, on a ce que vous pouvez voir ici, le gros condensateur qui sert de réserve d'énergie, qui lui doit être chargé. Bon, a priori, vu qu'on a le multimètre en sortie et qu'il y a une charge, et en principe, nous avons aussi une résistance de décharge automatique qui est en série avec ce condensateur-là, mais par sécurité, je vais quand même le décharger afin de pouvoir faire des manipulations complètement sécures sur cette carte plus tard et la remettre en place sans prendre un risque de se prendre un jus avec ce condensateur. Pour info, ce condensateur peut se charger à plus de 300 volts et rester pendant plusieurs minutes chargé à plus de 300 volts, donc il faut faire excessivement attention. C'est quelque chose qui peut être mortel si on le prend dans les doigts, ça peut être très très dangereux. Donc attention aux 220 volts, c'est hyper dangereux, n'y touchez pas, donnez à quelqu'un qui s'y connaît en la matière. Voilà. Alors, afin de pouvoir décharger et être en totale sécurité pour manipuler cette carte plus tard, j'ai ce petit déchargeur de condensateur qui est ici, qui se munit d'un boîtier en aluminium avec deux LED qui sont éteintes. Là, on a l'impression qu'elles sont allumées, mais en fait elles sont éteintes, c'est à cause de l'éclairage. Et de deux sondes qui sont rattachées à ce boîtier, hein. Donc voilà, le boîtier ici, en théorie, si je me branche sur les deux bornes du condensateur qui se trouvent ici, on devrait voir l'une des deux LED s'allumer si le condensateur est chargé. Dans notre cas, les deux LED sont éteintes, là comme vous pouvez le voir en faisant un peu d'ombrage, les deux LED sont éteintes, donc le condensateur est totalement déchargé. Par sécurité, on peut court-circuiter ici, de toute façon, on est déjà à 0. Donc voilà, le condensateur est totalement déchargé, on peut manipuler maintenant cette carte en toute sécurité. Bien sûr, le cordon secteur de l'autre côté a été débranché, donc on peut tout à fait manipuler cette carte en totale sécurité maintenant. Alors, nous avons donc ici notre carte principale. La carte principale avec les fameux condensateurs que je soupçonne d'être défectueux, donc celui-là et celui-là. Voilà. Je ne sais pas si on arrive à voir qu'ils sont quand même un peu bombés.
mais ils sont quand même pas mal bombés. Et le propriétaire de cette glacière m'a dit qu'il a vu du liquide s'échapper de ce condensateur ici. Donc il y a fort à parier que celui-là soit au moins en court-circuit. Donc ce qu'on peut déjà vérifier, vu qu'apparemment on a du 12 volts qui arrive en entrée, c'est de vérifier si on n'a pas un court-circuit ici qui pomperait tout le courant au niveau du condensateur. Donc pour ça c'est très simple, on retourne le circuit intégré et on regarde au niveau des bornes d'alimentation, on va mesurer la résistance qu'on a ici. Normalement on devrait avoir quelque chose de suffisamment élevé et qui ne devrait pas poser problème. Alors, positionnons notre voltmètre en mode ohmmètre, comme vous pouvez le voir ici. On est paramétré en mode ohmmètre. Et je vais déjà vérifier quelle est la résistance entre les deux points d'entrée. Donc on voit qu'ici, on a une résistance de l'ordre de 45-46 ohms, ouais 40 ohms, et ça descend. Donc ça voudrait dire qu'on a quelque chose qui est pas terrible, parce qu'on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus élevé que ça. Alors on va aller se mettre en mode condensateur. Donc je vais tester le condensateur qui me paraît déjà un peu louche à l'entrée, donc c'est celui-là. Hop. On va tester le condensateur qui paraît un peu louche ici. 50 volts, 470 microfarads. Donc celui-là. Il est gonflé et c'est lui, d'après les témoignages de l'utilisateur, qui aurait fui. Alors, hop, essayer de cadrer ça ici. Voilà. Donc, le condensateur, il est ici. Donc, je le mesure ici et on voit ce que ça donne. Alors, j'ai 0 microfarad, 0 nanofarad. Ce n'est pas normal. Bon, après, on est en circuit, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais à vérifier. Alors ici aussi on a un condensateur qui est directement sur la ligne ici qui est à 0 également, donc ce n'est pas normal. Et on a une bobine qui est ici, mais je ne pense pas qu'elle ait pris un choc. On va vérifier celui-là. Donc tous les tests que je fais actuellement ne sont pas fiables à 100%, ça nous donne une idée de savoir si on va chercher à ce niveau là, mais bon, déjà vu la tronche qu'ils ont, alors 0, celui-là, on a quelque chose. Je reteste celui-là. 0,9 nano. Et ici, on a 0. Alors, donc on va déjà dessouder celui-là, parce que je pense que la principale cause de panne peut venir de celui-là. C'est le premier condensateur qui reçoit toute l'énergie. Alors, en inverse, on a eu celui-là. Donc on va dessouder celui-là et celui-là pour vérifier leur état directement avec le testeur de composants. On va donc procéder au dessoudage du premier condensateur. Pour ça, comme d'habitude, on rajoute un petit peu d'étain. Voilà. Pareil sur la deuxième patte. Voilà, donc maintenant qu'on a rajouté un peu d'étain, on peut se permettre de chauffer. Alors. Et pour la deuxième patte. Voilà. Pistolet à dessouder, très efficace, hein. On en profite pour dessouder tout de suite le deuxième condensateur. Et c'est parti. Les deux condensateurs sont maintenant dessoudés. Je peux les enlever directement de la plaque. Donc ils sont collés en dessous. Mais ils doivent pouvoir venir. Voilà, le premier condensateur qui est ici, donc on va pas le mélanger, on va le mettre ici, de ce côté-là. Voilà, et on démonte le deuxième condensateur qui se trouve juste ici. Voilà, idem. Donc on peut déjà constater qu'en dessous du condensateur, il n'y a pas de gonflement particulier, hein. On a du 470 microfarad, 50 volts pour les deux, et ils étaient montés dans des sens opposés. Donc on a le moins qui est ici pour le premier condensateur et le deuxième condensateur, le moins se trouve à l'intérieur, ce qui correspond exactement à la même piste, donc c'est normal. Alors maintenant que nous avons dessoudé les condensateurs, on va les tester au testeur de composants. Alors voilà donc notre testeur de composants, on l'allume. Alors on va brancher notre premier condensateur dessus.
Voilà. Et on lance la mesure. Alors, on trouve une capacité de 444 microfarads, ce qui paraît correct par rapport à sa valeur nominale. On a un ESR de 0,35 ohms, ce qui ne paraît pas élevé. Donc, je ne pense pas qu'il soit en cause. Il est abîmé, oui, mais a priori, il semblerait qu'il ne soit pas la cause du problème. Donc, on enlève celui-là. On passe au deuxième condensateur. Et on relance le test de la même façon. Pareil pour celui-là, on a des valeurs plus ou moins similaires, donc ils ont beau avoir des tronches de condensateurs gonflées, a priori ce n'est pas la cause du problème. Il faudra très certainement les changer, mais le problème ne vient pas de là a priori, il faudra chercher un peu plus loin. On retourne sur la carte, on va voir ce qu'on peut trouver de l'autre côté. Donc, en creusant un petit peu plus loin sur la carte, je me suis rendu compte que, alors les deux pistes d'alimentation sont celles qui arrivent ici, sur ce transistor ici, et la deuxième piste passe indirectement ici. Donc, je regardais un petit peu de ce côté-là, et j'ai trouvé ceci qui me paraissait un peu bizarre. Donc, on a eu une surtension ici, et en mesurant à l'ohmmètre la liaison entre ici et ici, je me suis rendu compte qu'on avait plusieurs mégomes. Donc ce n'est pas normal, car ici on devrait avoir une piste continue qui devrait arriver ici. Et si je regarde bien, la piste a complètement brûlé ici. Donc ce n'est pas du tout normal. Donc je pense que déjà il faudrait réparer cette partie-là. Donc je vais nettoyer cette partie-là et refaire un pont de soudure directement ici au niveau du transistor derrière. Voir ce que ça donne. Mais je pense que déjà une partie du problème est liée à ça. Donc il y a une surtension ici et ça a cramé à ce niveau-là. Donc voilà. En espérant que le transistor derrière n'a pas surchauffé et grillé avec le système. Donc je vais nettoyer ça et voir un peu plus ce que ça donne au niveau des dégâts là-dessus. Donc on peut voir ici la piste qui a complètement servi de fusible en fait. L'intensité du courant a dépassé complètement la limite que pouvait supporter le cuivre. Donc vous pouvez voir le petit bout de cuivre ici qui reste encore abîmé là. Donc voilà, là c'est la piste après le nettoyage. Donc on voit bien que la piste est complètement coupée. Donc voilà une vue d'un peu plus haut, on voit bien la coupure de la piste. On va rajouter un peu d'étain sur cette patte où on va faire le raccordement. Donc on met un petit peu d'étain pour faciliter la soudure sur cette patte. On fait la même chose de l'autre côté pour avoir de l'étain déjà préfondu qui va nous permettre de raccorder notre fil qui va permettre de faire la jonction. Donc le but est de faire la jonction ici, de remplacer cette partie de piste qui était coupée par un bout de fil. Voilà, donc on rajoute le bout de fil, on va le positionner déjà dans un premier temps de façon un peu grossière juste pour qu'il ne bouge pas. Voilà, et voilà, bon, on essaie de le fixer correctement. Voilà, une fois qu'il est bloqué dans un coin, c'est pas très facile. Alors voilà, on va essayer de le fixer de ce côté-là pour voir si ça passe mieux. Voilà, de façon très très grossière, on s'en fout pour l'instant. Le but c'est vraiment de poser le fil pour qu'il ne bouge plus, voilà. Donc j'essaie de fixer de l'autre côté. Voilà, donc maintenant qu'il est à peu près fixé de façon temporaire, on va essayer de peaufiner un peu plus la soudure, la rendre un peu plus propre. Donc voilà. Alors, on va essayer de nettoyer un peu tout ça. Donc j'ai nettoyé la panne de mon fer à souder entre temps. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre parce que pour l'instant c'est pas encore nickel, hein. Voilà. Donc on rattrape la soudure des deux côtés, on fait en sorte de bien faire imprégner le fil de la soudure, voilà. Donc voilà le résultat, une fois que c'est terminé, c'est pas trop mal. Maintenant il faut vérifier les connexions, vérifier qu'il n'y ait pas de court-circuit lié à la soudure, hein, surtout entre les pattes ici, comme on peut le voir. Comme la soudure est pas la plus parfaite au monde, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les pattes des MOSFET et de la double diode de l'autre côté. Voilà. Donc on va vérifier ça au multimètre tout de suite. Donc avant de vérifier tout ça au multimètre, on fait un petit nettoyage à la brosse pour essayer d'éliminer toutes les impuretés qui ont pu rester. Voilà, on voit qu'on a un petit bout de fil qui dépasse, donc je vais essayer de le couper avec ceci, voilà. Comme ça, c'est mieux.
Voilà, on fait la même chose ici avec ce petit bout de fil qui dépassait. Donc on va vérifier maintenant les connexions comme je vous disais au multimètre. Donc on est en mode ohmmètre. On vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit entre les pattes, a priori non. Voilà, pas de court-circuit ici. Pas de court-circuit non plus. Voilà. Ok, donc tout va bien. Notre soudure n'a pas fait d'impact au niveau des courts-circuits, donc les deux pattes de la double diode ne sont pas en court-circuit. Alors j'ai terminé la modification pour faire un pontage au niveau de la piste qui était fondue. Alors au lieu de me raccorder directement sur la piste qui est ici, je me suis plutôt raccordé sur la piste qui revenait ici. Donc si vous voyez bien, ça fait une espèce de triangle qui monte et qui redescend ici sur cette patte là. Donc le raccordement de cette piste ici. J'ai vérifié tout ce qui était connexion entre les pattes pour voir s'il n'y avait pas de court-circuit possible ici dans ma soudure. Donc là la perspective donne l'impression que la soudure est très proche ici, alors qu'en fait il y a de la place. Et ici pareil. Donc j'ai testé au multimètre, l'isolation est parfaite, il n'y a pas de souci. C'est pas la soudure la plus parfaite au monde, mais au moins ça a le mérite de remettre en place la connexion. Donc avant d'aller plus loin, je vais faire une tentative de mise sous tension. Donc avant de passer à la mise sous tension, il faut bien sûr remplacer les condensateurs que j'ai enlevés à ce niveau là, un petit peu plus haut là ici. Alors ici à ce niveau là, voilà. Et le condensateur que j'ai enlevé aussi à ce niveau là. Donc je remplace ces deux condensateurs là, même si au test ils paraissent corrects, mais ils ont quand même une tête de condensateur gonflée, donc ils vont très certainement lâcher très bientôt. Donc tant qu'à faire, autant les remplacer tout de suite afin d'éviter de futurs problèmes pour son propriétaire. Donc je remplace les condensateurs. Une fois que les condensateurs sont remis en place, on fait un petit test de mise sous tension pour voir ce que ça donne. Alors je viens de chercher dans ma boîte à condensateurs et j'ai trouvé deux petits condensateurs qui correspondent exactement aux valeurs. Donc 470 microfarad, 50 volts. Je les remets en place et on voit ce que ça donne tout de suite après. Alors j'ai procédé à la mise en place des deux condensateurs. Donc vous voyez les pattes qui dépassent. Je vais d'abord, j'ai plié une des deux pattes pour que le condensateur se maintienne en place. Je vais souder une des deux pattes de chaque condensateur. Et par la suite, je pourrai m'atteler à souder la deuxième patte. Donc je déplierai la deuxième patte et je ferai la soudure sur la deuxième patte. Alors on chauffe bien le composant et la piste. Pour celui-là, c'est OK. Voilà, pour celui-là, c'est OK aussi. Donc maintenant je vais déplier les pattes que j'avais recourbées pour maintenir le condensateur. Il tient tout seul parce qu'on a une des deux pattes qui est fixée. Donc je refais mon petit point de soudure ici. Voilà. Et pour la dernière patte ici du condensateur. Voilà. Voilà, donc on va couper les deux pattes des condensateurs que je viens de ressouder. Hop. Et hop, voilà. Les condensateurs sont remis en place, le pontage a été remis en place. Un petit coup de nettoyage. Voilà, un petit coup de brosse pour nettoyer nos soudures. On va alimenter le circuit en 12 volts et on va voir ce que ça donne. Alors donc l'appareil est branché avec les pinces crocodile sur une alimentation stabilisée. Je vais progressivement augmenter la tension, voir ce qui se passe. Alors là je suis à 2 volts, 3 volts. Je monte progressivement. L'alimentation ne consomme pas excessivement de courant, donc ça veut dire il n'y a rien qui consomme de courant. Je suis à 0 ampère. Je monte progressivement et je vais bientôt arriver à 12 volts. Là je suis à 10 volts. Je suis à 12 volts, allez je monte à 12 volts 5, on monte à 13 volts. Voilà, là je suis à 13 volts. Donc a priori le circuit est alimenté, on n'a rien qui crame, pas de fumée, donc c'est déjà bon signe. Je tente d'allumer l'appareil. Alors on n'a toujours rien qui se passe. Donc aucun signe de marche. L'alimentation ne consomme pas de courant, donc a priori rien ne fonctionne, on n'a rien changé au fonctionnement du truc. Donc on a encore quelque chose de grillé quelque part. Pas de condensateur qui chauffe. Non.
tout est normal, rien d'anormal à ce niveau-là. Donc a priori, on n'a pas de changement sur le fonctionnement. Alors, j'ai remis le circuit sous tension, j'ai vu qu'il y avait deux régulateurs. On a un régulateur 7810A ici, qui est un régulateur 10 volts, et un régulateur 7805 qui se cache derrière, qui est un régulateur 5 volts. Il semblerait qu'on n'ait pas la tension qu'il faut ici, donc je peux pas vous montrer le multimètre, mais je vais faire la mesure ici. Donc la patte du milieu est la masse, et la patte du côté est l'alimentation, donc le VIN. Donc là je lis 13 volts, donc ce qui correspond à ce que j'ai en entrée. Donc si je devrais mesurer normalement entre la patte du milieu et le Vout, qui est la troisième patte, je devrais trouver en théorie quelque chose proche de 10 volts. Et là je trouve 0,2 volts. Donc nous avons un problème, ce régulateur ne fait plus sa fonction de régulation. Il y a un problème, il a bien 12 volts en entrée et il ne fournit pas 10 volts en sortie, donc déjà il faut que je le remplace. Je vais en profiter pour tester au niveau du régulateur 5 volts juste en dessous. Donc en entrée j'ai 0,2 volts, ce que j'avais sur la sortie du régulateur 10 volts, et en sortie j'ai quelque chose proche de 0, donc c'est normal. Le deuxième régulateur 5 volts est directement alimenté par le régulateur 10 volts qui est ici, et sachant que celui-là il reçoit directement l'alimentation 12 volts en entrée, donc il a pris de plein fouet l'inversion de polarité et il s'est chopé sur le VIN du moins 13 volts à l'alimentation, donc ce qui est pour expliquer pourquoi il est cramé. Donc alors je vais dessouder ce régulateur 7810, le dévisser et le dessouder. On va le tester hors circuit, mais je pense qu'il est définitivement au paradis des régulateurs. Donc nous revoilà sur la phase de dessous. Donc nos deux régulateurs sont ici. On a notre 7810 qui est ici et notre 7805 qui est ici. Donc l'alimentation arrive directement ici, la patte du milieu étant la masse. Donc on a un pontage ici qui nous ramène la masse sur la patte du milieu. Et ici nous avons l'arrivée du plus 13 volts, donc plus 12, 13, qui arrive ici. Donc ce régulateur est censé transformer normalement sur sa patte de sortie, nous fournir du 10 volts environ en sortie. Actuellement nous avons 0,2 volts, donc je pense qu'il y a un souci sur le régulateur. Donc je le dessoude. Alors juste pour vous montrer la liaison, ici on voit bien la liaison du Vout du régulateur 10 volts qui va directement sur le VIN du régulateur 5 volts. Le régulateur 5 volts ne peut pas travailler à la tension optimale fournie parce qu'il lui faut environ 5-6 volts, enfin environ 6-7 volts plutôt pour qu'il puisse fournir une tension correcte en sortie. Donc ici c'est normal qu'il ne fournit rien. Donc on va déjà remplacer ce régulateur, vérifier ce que ça donne, et une fois qu'on a mis du 10 volts ici, on va voir si le régulateur 5 volts a pris un coup ou pas. Dans la logique, il voudrait que simplement ce régulateur est cramé parce qu'il est fait office de fusible en même temps, donc sauf s'il a fourni une tension plus élevée en sortie, mais normalement on devrait avoir ce régulateur qui a cramé, qui a fait office de fusible et qui a dû très certainement protéger celui-là. Donc je dessoude celui-là, je regarde si j'en ai une en remplacement et on le remplace. Et le voilà. Et voilà le régulateur démonté et prêt à être remplacé. Bon, n'ayant pas de 7810 sous la main rapidement, j'ai voulu faire un petit test. Donc j'ai alimenté directement le Vout du 7810 que j'ai enlevé préalablement en 10 volts. Et regardez ce qui se passe quand je mets l'alimentation. Alors on entend le relais claquer au niveau de la carte électronique, et si j'appuie sur le bouton maintenant, hop, miracle, ça s'allume. Donc je pense qu'on a trouvé la panne, notre 7810 ne fournit plus les 10 volts en sortie correctement. L'hypothèse selon laquelle le régulateur 5 volts fonctionne correctement était bonne a priori, car nous avons le 5 volts qui sort correctement maintenant en sortie, j'ai vérifié. Donc a priori il ne reste plus qu'à trouver un régulateur 7810 sur l'un de mes circuits de récupération, ou d'en acheter un. Donc je fais quelques petites recherches sur mes vieilles plaques parce qu'en neuf j'en ai pas, et je vois si j'arrive à en trouver un qui fonctionne encore pour le remplacer et le remettre en fonction. Donc nous voilà de retour directement ici.
J'ai déjà inséré le 7810 que j'ai récupéré en magasin. On va ajouter un petit peu de graisse à souder ici pour pouvoir faciliter le flux de soudure. Donc voilà, un petit peu, on n'hésite pas à en mettre un peu. Normalement, c'est censé fondre et pouvoir nous donner une qualité de soudure supplémentaire. Voilà. Alors on prend notre fer à souder, notre étain et on se lance dans notre soudure. Rien de bien compliqué ici, simplement procéder une patte après l'autre. Alors je vais essayer de faire ça en filmant, ce qui n'est pas du tout facile. Alors vous voyez que dès qu'on met le fer à souder en contact avec le flux de soudure que j'ai mis, tout de suite instantanément ça fond et ça fait une espèce d'huile qui facilite la prise de l'étain sur la piste. Donc le composant était un petit peu encrassé, apparemment il est exposé pendant pas mal de temps en magasin et du coup la soudure a du mal à prendre dessus. Donc les 3 points de soudure sont faits. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit coup de nettoyage et on va aussi couper les petites pattes qui dépassent. Alors pour ça, comme je vous disais, rien de plus simple, il suffit de couper les pattes ici, hop. Voilà. Et voilà. Donc il faudra juste vérifier qu'on n'a pas de faux contact ici. Donc on a un morceau qui est resté là. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini notre soudure, un petit coup de nettoyant contact. Ça fait jamais de mal. Un petit coup de brosse métallique pour remettre tout ça d'aplomb. Voilà, ça fait toujours du bien. Voilà, surtout qu'on a mis quand même pas mal de graisse à étamer. Voilà. Donc on va nettoyer celui-ci à la brosse silicone pour vraiment remettre ce circuit tout neuf. Voilà, le circuit est maintenant nettoyé, la soudure est terminée. Il ne reste plus qu'à refaire les 2 dernières soudures, c'est-à-dire réinjecter notre plus et notre moins qui vient ici avec notre fil bleu et notre fil jaune qui est là. Alors, on ne va pas oublier que le fil bleu était le fil moins, donc on le branche sur PW-, et le fil jaune était le fil plus, on le rebranche donc sur PW+. On inverse notre plaquette. Voilà, et on va refaire notre soudure ici. Donc on s'attaque aux 2 dernières soudures de la réparation. On met l'étain directement sur le composant. Donc on essaie de chauffer l'intégralité du composant. Voilà, et l'étain se répartit tout seul normalement. Voilà pour celui-là, et on s'attaque au deuxième fil. Voilà. Nos 2 dernières soudures sont presque terminées. Alors je vais en rajouter un tout petit peu. Alors les 2 dernières soudures sont terminées. On peut maintenant directement passer au test. Sans oublier bien sûr notre petit nettoyage. Voilà. Un coup de brosse métallique pour enlever tous les résidus de soudure. Voilà. Et notre petite brosse silicone pour nettoyer tout ça. Voilà. La réparation semble terminée de ce côté-là. On remet tout en place, on remet les vis et on teste ça tout de suite. Alors, nous avons maintenant terminé de remonter le boîtier. Je l'ai branché avec le 220 volts. On va voir maintenant, moment de vérité, voir si tout fonctionne ou pas. Et impeccable, on a les lumières qui fonctionnent. On peut diminuer la température et augmenter. Voilà, on peut entendre le ventilo qui tourne de l'autre côté, qui éjecte de l'air froid pour l'instant, mais très vite cet air va se réchauffer car le kit de Peltier qui est à l'intérieur va dissiper de la chaleur d'un côté et fabriquer du froid de l'autre côté. Donc là normalement il est en train de pousser de l'air froid à l'intérieur et il devrait extraire très bientôt de l'air chaud. Je vais le laisser tourner pendant 1 heure, voir ce que ça donne, voir si ça glace ou pas et si la réparation est terminée. Si on peut s'arrêter là ou pas. Nous avons la glacière qui tourne depuis 1 heure environ. On a l'affichage ici, on n'est pas réglé au maximum.
On est sur refroidissement, ça tourne depuis plus d'1 heure. La température à l'intérieur de la glacière est tombée à 9 degrés 7, sachant que la glacière est à vide. Donc je pense que quand il y a des objets à l'intérieur, la glacière doit pouvoir descendre encore un peu plus bas. Voilà. Donc voilà, d'ailleurs ça descend encore progressivement, très lentement. Bon, le minuteur ici qui indique 14 minutes n'est pas réel car le thermomètre s'éteint au bout d'un moment et je viens de le rallumer depuis 15 minutes. Donc ça fait 15 minutes que je mesure la température. Voilà. Donc voilà, la réparation est terminée. Je pense qu'on peut le ramener à son propriétaire. Alors, nous revoilà à la fin de cette vidéo pour faire le bilan de cette réparation. Donc déjà, premier point positif, la réparation est terminée, l'objet fonctionne correctement. Je l'ai laissé tourner pendant plusieurs heures pour voir si ça fonctionnait correctement. Vous avez pu voir à la fin de la vidéo la mesure au thermomètre. Donc l'objet semble refonctionner correctement. Cette glacière va certainement retrouver une seconde vie. Donc concernant ce nouveau format de vidéo, donc c'est des formats de vidéo de réparation, donc je ferai ça uniquement quand j'aurai des objets à réparer, hein. Je ne vais pas chercher spécialement des objets en panne à réparer. Éventuellement, si vous avez des objets en panne chez vous et que vous voulez que je tente de le réparer, vous pouvez me les ramener ou m'envoyer un message pour me dire que vous voulez que je jette un coup d'œil à ça. Par contre, je préviens tout de suite, comme je fais ça sur mes heures perdues, il n'y aura aucun délai pour la réparation. Hein. Si vous me déposez un objet la semaine prochaine, il n'y aura aucune garantie pour que ce soit regardé dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, concernant les réseaux habituels, donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en bas pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait. Abonnez-vous. C'est très important pour la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, pouce bleu vers le haut. Aussi bien sur Facebook que sur YouTube, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent des pouces bleus sur Facebook, c'est très bien. Cependant, il y aura plus d'effets pour la chaîne, d'effets positifs pour la chaîne si vous mettez également un pouce bleu sur YouTube directement. Parce que les algorithmes de YouTube, pour faire en sorte que d'autres personnes découvrent ma vidéo, sont basés sur le nombre d'avis positifs sur la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer quand vous avez le lien sur Facebook, ouvrir dans YouTube et de regarder directement la vidéo de YouTube. Là, vous pourrez mettre un commentaire et éventuellement mettre un pouce bleu. Merci à tous pour votre audience. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Bidouilleur. Bye bye.